On y est presque. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, ceux qui sont dans la salle Zoom et ceux qui nous joignent sur Facebook. Merci de vous joindre à nous pour cet atelier avec Nicolas Giannini. Je m'appelle Ariane, je suis l'assistante administrative depuis quelques mois pour la Ligue canadienne des compositeurs. Nous sommes un groupe qui défend les intérêts des compositeurs canadiens grâce à des partenariats, grâce au développement professionnel et à d'autres activités. J'espère que vous passez une bonne journée. Avant de commencer le webinaire, je veux souligner le fait que les bureaux de la Ligue canadienne des compositeurs sont situés à Toronto, qui fait partie des territoires traditionnels de beaucoup de nations, dont les Mississauga de la rivière Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et où résident actuellement un grand nombre de personnes appartenant à diverses Premières Nations, des peuples autochtones aux peuples inuits et métis. Toronto fait également partie du territoire visé par le traité numéro 13 et les traités William. Moi-même et notre présentateur se trouvent à Tiohtià:ke, actuellement appelé Montréal. C'est le territoire ancestral et non cédé du peuple Kanien'kehá:ka, et je vous encourage à tout le monde qui est ici de prendre un petit moment dans votre journée, maintenant ou plus tard, pour apprendre sur les enjeux des peuples autochtones dans votre région. J'ai très hâte à la présentation aujourd'hui. Nous avons Nicolas Giannini qui va nous parler de la composition de la musique immersive, de la spatialisation. Alors, sans plus tarder, je lui passe la parole. Je vais tarder pour vous dire qu'aujourd'hui, la présentation va se dérouler sur une autre plateforme qui va nous permettre une meilleure qualité de son, une meilleure qualité d'écoute et de spatialisation stéréo. Donc, on va mettre le lien pour ça dans les commentaires Facebook et dans le chat Zoom. N'hésitez pas à nous écrire, à moi ou à Christopher Mayo, qui est un conseiller qui est ici avec nous aujourd'hui, si vous avez du mal à nous rejoindre dans la présentation. Maintenant, Nicolas Giannini. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici et merci à la Ligue canadienne des compositeurs, Canadian League of Composers. Moi, je vais parler en français. Mon français, c'est pas bon comme c'est pas bon mon anglais, mais donc on a choisi de faire la présentation en français, mais vous pouvez poser des questions, on peut même parler en anglais. Je vais clairement essayer de répondre à toutes questions. Donc, je remercie encore la Ligue canadienne pour l'invitation. Et aujourd'hui, on va donc parler de musique immersive. Je ne sais pas si pour tout le monde, ça marche le lien de Watch Together ou vous pouvez, je peux le donner dans les chats ici. Oh, parfait, il était déjà posté. Donc, j'attends un signal de Go par tout le monde pour être sûr que vous êtes connecté dans la bonne plateforme. Et je vous invite aussi à utiliser des écouteurs. Ne m'importe pas trop la qualité, mais c'est important, c'est bon d'utiliser des écouteurs pour avoir un peu une idée des extraits sonores qu'on va écouter. Ça fonctionne beaucoup mieux avec des écouteurs ou un casque qu'avec des haut-parleurs. Donc, alors, est-ce que ça fonctionne, les liens de Watch Together? Est-ce que vous voyez un table de matière maintenant? Oui, non? OK, cool. Mais j'attends un second pour... Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les retours. Donc, bon, la table des matières d'aujourd'hui, musique immersive et stratégie de spatialisation, outils de spatialisation,
SPATGRI et CONTOLGRI sont c'est un système de spatialisation développé à la Faculté de musique de l'Université de Montréal au groupe de recherche GRI. Je vois ici, il y a David Ledoux, qui maintenant il est en salle d'attente, qui fait partie, il a fait partie de mon groupe de recherche. Donc, allô David. Et on va écouter des extraits réalisés avec la technologie binaurale. Mais je vais vous donner quelques mots sur moi, qui je suis. Donc moi, je viens d'Italie. Je suis arrivé ici à Montréal en août 2018 pour un doctorat en composition de musique immersive. Et mon directeur de recherche est Robert Normando. Et je suis à la 13e année. Et, je suis à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Mon intérêt, c'est plutôt axé sur la composition de musique immersive acousmatique en direct. Cette année, je suis chargé de cours à la faculté de musique. Je donne les cours d'atelier de création sonore. Et je suis auxiliaire de recherche, groupe de recherche en immersion spatiale, les GRI, à la faculté de musique de l'Université de Montréal. J'ai fait aussi partie d'un autre groupe de recherche qui s'appelle le Special Audio Significant Knowledge Sound Art Documentation. C'est un groupe de recherche sur la documentation des œuvres d'art sonore au Québec, fait avec une technologie de captation audio 3D. Donc, on est toujours un peu dans les côtés immersion. Et je fais aussi partie du CURMIT. Je suis un des coordinateurs de la communauté étudiante pour l'axe 4, qui est l'axe, disons, en recherche-création, avec Takuto Fukuda. Bon, je pars d'abord de mon approche à la composition. Aujourd'hui, je vous présente un peu ma démarche en recherche-création. Mais comment je peux définir ma composition en 3 concepts? Ça, c'est un exercice qu'a nous proposé Pierre-Alexandre Tremblay, qui est prof à Huddersfield maintenant. Il était ancien étudiant à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Et qui, lors d'une conférence, a nous proposé de faire ce type d'exercice, de définir notre approche à la composition en 3 mots. Pour moi, c'était pas facile de choisir 3 mots, mais je sais qu'il est en question par rapport à la philosophie de la composition de la musique immersive, donc je commence à répondre avec ça. Pour moi, composer de la musique, moi, le but, l'objectif quand je compose de la musique, c'est un mot-clé pour moi, c'est la viscéralité. Donc, avec viscéralité, entre autres, j'entends l'intention d'envelopper le public par l'immersion sonore. Donc, c'est un peu ça l'idée de la viscéralité. Mais autre concept, pour moi, la spatialisation du son. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique immersive? On peut créer vraiment une architecture éphémère qui est toujours en constante évolution. Donc, c'est notre concept, ça fait partie de ma pratique de composition, c'est une sorte de voir la musique comme une architecture à cause de l'immersion sonore qui nous permettent un peu de construire un espace, disons, physique, mais éphémère. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et l'autre concept, c'est lié à ma pratique de composition, est le mot matière. Donc, ici, on est plus dans les aspects un peu plus physiques et matériels de ma pratique. Mais on regarde un peu ce qui c'est mon projet de recherche à l'Université de Montréal. Donc, il s'agit de la composition de 2 cycles d'œuvres de musique immersive. Et donc, où il y a une relation vraiment très étroite entre les sons et l'espace. Ça nous amène à une expérience d'écoute immersive grâce surtout à la diffusion tridimensionnelle qui maintenant est possible grâce à certaines configurations particulières d'haute-parleurs, comme les dômes d'haute-parleurs. Je ne sais pas si notamment à Montréal, à la SAT, il y a un dôme d'haute-parleurs, mais aussi à
à la faculté de musique. Maintenant, on a un système immersif aussi à McGill, à la School of Music, la MMR, qui vient de réouvrir. Et donc, je m'intéresse à ce type de dispositif, disons. Et mon projet, donc, c'est à la fois en création, parce que l'objectif, c'est de créer de la musique, mais je suis aussi intéressé au développement de stratégies de spatialisation sonore. On parle aussi un peu des thèmes communs qu'ils ont autour à ma démarche. Donc, comme je disais, un peu les concepts des matières, de l'architecture éphémère, donc vraiment de construire un espace avec la musique. Ça, c'est une idée qui ça vient de quand j'avais lu un article de Robert Normando, ça date de 2014. Il parlait de la spatialisation du timbre, qui est une stratégie de spatialisation qui consiste à diffuser les sons, découper certains selon certaines bandes fréquentielles. Donc, mais il y avait allumé dans ma tête l'idée de vraiment construire un espace, disons, physique, mais avec la musique. Donc, au retour un peu à un concept d'architecture éphémère. Les matières sonores, avec quoi on construit l'espace? Avec des matériaux. Donc, je suis intéressé un peu à choisir les bons matériaux pour pouvoir construire cet espace. C'est un peu ça l'idée. Et clairement, les positions et les trajectoires de ces matériaux qui sont des sons, tout ça est clairement lié à des aspects de perception de son dans l'espace. On arrive donc à la localisation qui nous permet d'avoir une sensation de positionnement de son dans l'espace et donc on arrive à la psychacoustique. Qui c'est pour moi une source d'inspiration très importante en ce qui concerne le développement des stratégies de spatialisation sonore. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne Watch Together, oui, vous pouvez. Ok, merci beaucoup, merci. Bon, on va continuer. Ici, je donne un petit contexte de recherche pour se placer, disons, au niveau académique. Donc, la première partie de la liste s'agit de compositeurs de musique, compositeurs et compositrices de musique immersive. Donc, on a Natasha Barrett qui est à Oslo. Elle est plutôt axée sur la composition de musique immersive, sur l'ambitionnie. Robert Normando, qui est prof à l'Université de Montréal, est mon directeur de thèse et qui est même le directeur du GRI, du groupe de recherche en immersion spatiale. Autre compositeur sur le panorama, disons, de la musique immersive, j'apprécie le travail de Curtis Rhodes, surtout pour ce qui concerne certaines stratégies de spatialisation qu'on va voir plus tard, mais une chose qui lui appelle les contrepoints spatiales, donc disons des chorégraphies faites à partir des sons. Après, il a Stockhausen, qui a beaucoup étudié la relation entre les temps et l'espace dans la musique. Ça, c'est une chose intéressante. Il dit notamment que pour percevoir l'espace, il faut avoir beaucoup plus de temps que dans la musique traditionnelle, si je peux utiliser les mots. Xenakis, c'est quelqu'un qui a vraiment développé la relation. Il était architecte aussi. Donc, il est un compositeur de musique électroacoustique, mais même architecte. Donc, ça m'intéresse pour un peu mon concept d'architecture éphémère, de la musique comme architecture éphémère. Et après, on a tout une liste de chercheurs en psychacoustique qui ont abordé un peu la question de la relation entre la composition et la psychacoustique, surtout pour la localisation. Kendall, c'est, je pense, les chercheurs que j'ai plus étudiés, parce qu'il est le même compositeur, il est suédois, si je ne me trompe pas. Et donc, il a fait des études très intéressantes en ce qui concerne la liaison entre psychacoustique et composition de la musique. Mais on va continuer. Donc,
Mais c'est quoi on a parlé, je parlais jusqu'à maintenant de musique immersive. C'est quoi la musique immersive? Donc, un exemple de musique immersive est la musique acousmatique. La musique acousmatique, c'est une forme de musique électroacoustique où il n'y a rien à voir. Il s'agit de ce qu'on peut normalement appeler musique sur support. Donc, il n'y a pas des interprètes sur la scène. Il n'y a pas des interprètes. Il a deux caractéristiques principales. La première, c'est le fait qu'il n'y a pas des interprètes. La deuxième, que normalement, ce type de musique est diffusé par un orchestre haute-parleurs. Donc, vous voyez dans la photo, il s'agit d'un festival. J'ai eu la chance de présenter en pièce en 2019 à Kuzma. Et vous voyez les choses noires qu'on voit à l'arrière, ils ont des haute-parleurs. Donc, on a vraiment un espace créé, une configuration d'haute-parleurs avec laquelle on peut diffuser la musique qu'on compose. C'est un peu ça l'idée. Donc, je vais continuer. Et, mais c'est quoi quand on parle de donc, musique immersive? Musique immersive, c'est fait grâce à la spatialisation du son. Mais c'est quoi la spatialisation du son au niveau vraiment super pratique? Donc, je vous montre des snapshots du logiciel développé au gris. La spatialisation du son, c'est la possibilité de faire bouger des sources sonores dans l'espace 3D. Donc, notamment maintenant, on regarde l'azimut. L'azimut, c'est la dimension, disons, les cercles autour de nous. Vous voyez la petite balle rouge qui bouge. Ça, c'est la dimension de l'azimut. Mais il y a la distance, selon certains types d'algorithmes qu'on peut utiliser pour faire la spatialisation, qui est la distance entre le sweet spot, qui est le centre d'écoute, et les autres parleurs. On peut gérer la distance de source sonore entre qui écoute et les autres parleurs. C'est un peu ça l'idée. Et sinon, il a l'élévation. C'est l'élévation, c'est clair, c'est quoi l'élévation? Donc, c'est la distance par rapport à l'axe vertical. Et ça, c'est une chose relativement qui ça vient de être, on peut dire, presque nouveau parce que le fait de pouvoir concevoir l'espace en 3D, ça vient avec l'effet que les dons d'autres parleurs, ce type de dispositif que j'ai mentionné tout à l'heure, sont toujours plus disponibles. Donc, en tant que compositeur, on a la possibilité, et compositrice, on a la possibilité de composer même pour des dispositifs, des situations, disons, en 3D. Tout ça, on peut avoir en complexité ce qu'on peut appeler des trajectoires de sources dans l'espace. Vous voyez tous les petits points, ils sont de son qui bougent dans l'espace. Donc, c'est ça au niveau technique, la spatialisation du son. Mais comment choisir les matériaux à faire bouger dans l'espace et comment choisir le type de trajectoire? Donc, c'est ici qu'on arrive à ce qu'on peut définir le développement de stratégies de spatialisation. Il y a une partie de ce développement qui prend inspiration de la recherche sur la perception auditive spatiale, ce que je mentionnais tout à l'heure, donc la localisation de sources, donc la psychacoustique. Et après, je suis toujours en train de développer, c'est un projet qui fait partie de mon doctorat, donc c'est toujours un work in progress. Il y a d'autres stratégies de spatialisation que je suis en train de développer. Donc, je vous présente maintenant en étude pilote que j'ai fait en 7 avril 2020. Il s'agit d'une étude pilote pour développer des stratégies de spatialisation sonore. Donc, pour aller un peu plus dans les détails, quand on parle de stratégies de spatialisation sonore, j'entends, comme je vous disais, notamment le choix des matériaux sonores. Quels matériaux on localise mieux d'autres? Il y a des matériaux qui sont plus faciles à localiser que d'autres.
et les types de traitements qu'on peut faire sur ces matériaux et clairement leur positionnement et leur trajectoire. Une autre chose que je trouve c'est intéressant, on va voir des exemples, c'est l'interdépendance des paramètres spatiaux avec d'autres paramètres musicaux, comme l'auteur ou les aspects plus rythmiques. Donc, c'est quel type de relation il y a entre ces aspects musicaux. L'autre chose, c'est l'axe vertical, qui, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on commence à exploiter maintenant en composition. Ben, pas maintenant, mais c'est quelque chose d'un peu plus nouveau par rapport aux autres paramètres. Donc, quelque chose qu'on peut développer. Et mais on fait vraiment un petit je vous donne un petit aperçu de comment ça marche la localisation chez les êtres humains. Donc, comment nous, on localise les sons dans l'espace. Il y a deux types d'indices. On appelle les indices binauraux. Ils sont les indices qui prennent en compte les deux oreilles, gauche et droite, et les indices monauraux. Donc, des indices qui prennent en compte simplement une oreille. Il n'y a pas de différence entre gauche et droite. Comment ça fonctionne, l'effet que moi je comprends qu'il me semble arrive de gauche ou de droite? En ce qui concerne les indices binauraux, donc deux oreilles, c'est vraiment la différence de niveau sonore dans laquelle la source atteint mes oreilles. Donc, c'est le niveau sonore, c'est plus fort à gauche. Probablement, la source est à gauche. Il y a aussi un autre paramètre qui est la différence du temps. Clairement, si la source est placée à gauche, moi, je perçois avant avec l'oreille à gauche et après avec l'oreille à droite. Donc, c'est vraiment question d'intensité du temps. Indice monauraux, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. On parle, nous, quand on perçoit les sons dans l'espace, notre corps, notre tête, notre oreille fait une action de filtrage sur les sons qu'on perçoit et le type de filtrage fait par notre corps est un indice de localisation pour nous. Je m'explique un peu mieux. C'est le fait que selon notre aspect physique, je pourrais dire, on fait une action de filtrage sur le son, donc on va augmenter ou diminuer certaines fréquences. Et la façon dans laquelle on fait ce type de filtrage, donc on augmente certaines fréquences, pour nous, pour notre cerveau, c'est un indice de localisation. Et donc ça nous permet de localiser les sons dans l'espace. Dans le passé, on pensait que les indices binauraux étaient plus axés pour l'axe horizontal, donc ça qui est autour de moi, tandis que l'indice monauraux, c'était plutôt pour l'axe médian, donc ça qui est avant ou derrière moi, au-dessous de moi. Mais on a compris que c'est plutôt une combinaison de ces indices. Donc, c'est une combinaison, et ça, c'est la façon de laquelle, disons, de façon je simplifiais beaucoup, mais c'est la façon de laquelle la localisation des sons dans l'espace fonctionne. Donc, et je trouve, pourquoi moi j'ai défini mon approche perceptive vers une primauté de la perception. C'est vraiment, ça peut sembler banal, mais je trouve que c'est vraiment très important d'être conscient de comment on localise les sons pour composer avec l'espace parce que c'est vraiment, comme on dit, la base pour pouvoir comprendre comment on peut travailler, on peut construire un espace avec les sons. Aujourd'hui, je vous propose des extraits sonores binauraux. Ça, donc, vous voyez dans l'image, on voit le studio B187 de l'Université de Montréal à la Faculté de musique où je passe la plupart de mon temps, surtout avant la pandémie. J'ai passé pas mal de... Je pense la plupart de mon temps, dès que j'y suis à Montréal, j'étais là-bas, dedans. C'est un studio avec 32 haut-parleurs. Mais malheureusement, on n'a pas la chance d'être là-bas aujourd'hui. Donc, je vous propose des extraits créés avec une technologie qu'on appelle binaural, qui c'est une sorte de
je vais vous présenter les indices monoraux, qui donc c'est le filtrage que notre corps fait sur les sons et à partir de ces filtrages, on localise les sons. Donc, la technologie binaurale cherche de créer ce type de filtrage grâce à un algorithme. Mais c'est clair que ça, c'est une compromise parce que chacun de nous est différent. Je veux dire, ça change vraiment la conformation physique comme on a fait. Moi, j'ai une tête très grande, donc ça reflète de façon différente le son que quelqu'un d'autre. Donc, ce type de technologie binaurale, la technologie binaurale est un compromis. Il est basé sur quelque chose qu'on appelle Head-Related Transfer Function, qui, comme je disais, c'est disons, une façon de décrire comment notre corps filtre les sons, mais vu qu'on est tous et toutes différentes, euh, il s'agit d'une technologie qui est un compromis. Donc, c'est pas sûr et certain que les extraits qu'on va écouter maintenant, ils vont avoir le même effet sur chacun de nous. Il a de la recherche là-dessus. Notamment, il a la possibilité maintenant, avec des téléphones, de se faire, de prendre une photo de notre tête et de créer un head-related transfer function personnel qu'on pourrait mettre dans un logiciel d'écoute binaurale pour avoir l'algorithme qui reflète notre corps. Donc, c'est une direction de recherche qu'il y a présentement. Mais aujourd'hui, on va écouter des extraits avec un algorithme qui est le même pour tout le monde. Ça devrait fonctionner pour disons, 80% de la population. Mais, comme je vous disais, c'est un compromis. Donc, ça change vraiment un peu la perception. OK. Et oui, donc je vous présente des expériences d'écoute que j'ai fait l'avril passé pour développer des stratégies de spatialisation de son. Donc, cette expérience était conçue dans les cours de psychacoustique de la professeure Caroline Traub à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Il était prévu de faire l'expérience d'écoute dans les studios à la faculté de la musique, mais c'était pas possible à cause de la pandémie. Donc, on a fait en version binaurale, comme je vous expliquais, donc il s'agit toujours d'un compromis. Mais bien que l'étude était en étude pilote, j'ai quand même analysé les résultats et j'ai trouvé, je pense, des choses qui peuvent être d'inspiration pour la composition de la musique immersive. Donc, ça, c'est la démarche que j'ai utilisée. Donc, j'ai identifié certains phénomènes liés à la perception auditive spatiale, donc des phénomènes de localisation, de psychacoustique, si on veut. J'ai formulé des hypothèses concernant les stratégies de spatialisation. J'ai composé des extraits sonores. J'ai proposé cet extrait sonore aux participants de cours de psychacoustique. Et après, je lui donné un questionnaire à remplir. On va faire une petite expérience, même nous, aujourd'hui. Et après, j'ai analysé les résultats. Donc, c'est un peu ça la démarche. Et je vous donne deux exemples aujourd'hui d'expériences d'écoute que j'ai fait, je pense, 7. Aujourd'hui, on voit 2 de cette expérience d'écoute. La première, c'était autour de la choix des matériaux sonores. Donc, je suis parti de Kendall, le chercheur psychacoustique dont on a parlé tout à l'heure. Et selon Kendall, les sons sont localisables en fonction de leur contenu référentiel, de leur plausibilité, de leur timbre et leur enveloppe dynamique. Donc, on a des dimensions qu'on peut voir s'ils sont utiles pour composer
de la musique immersive. Et donc, j'ai préparé des extraits à partir de... Je me suis inspiré de sa recherche pour composer des petits vraiment extraits, mais pour faire un test de perception. Et alors, je vous propose de faire un premier test. Je vous donne un lien qu'on pourrait même partager sur Facebook. Donc, je vous donne un lien pour un forme de Office. Donc, je pense que ça devrait ouvrir en forme de Microsoft Form. Oui. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Parfait. Donc, on écoute 5 exemples maintenant et je vous demande de choisir, selon vous, parmi les extraits suivants, lesquels vous permettent de percevoir le plus précisément le mouvement de la source sonore dans l'espace. Il n'y a pas de réponse correcte. C'est vraiment de la perception. Donc, est-ce que pour tout le monde est bon, je peux faire le streaming des extraits audio? OK? Parfait. Merci beaucoup pour le feedback. Donc, on commence. Alors, je vous donne une petite minute pour répondre. Ah, Ariane, est-ce que c'est possible d'avoir les partages d'écran? Je voudrais partager les résultats. Je n'avais pas pensé à ça. Oui, allez-y. Je crois que vous êtes co-host, donc vous devriez être Ah capable. ouais, 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 merci, merci beaucoup. Derrière. Alors, oui, j'ai la, donc je vous partage les résultats. Donc, on voit que des 4 réponses, toutes les réponses ont choisi le troisième extrait, même la cinquième. Et quelqu'un la quatrième. Mais disons que la plus. Ça, c'est vraiment un thème réel. Je prends votre réponse maintenant. Et je vous montre les résultats que j'ai eus pendant les expériences d'écoute. Donc, oui, c'est très intéressant. La chose, je n'ai pas mentionné ça. Les commentaires ouverts, le fait de laisser des commentaires ouverts, ça m'a donné vraiment des pistes très intéressantes grâce aux commentaires des participants au texte.
au test. Donc, exact. Exact. Ça c'est vraiment... alors, j'arrête le partage. On revient sur Watch Together. Je vous montre les résultats. Pendant les... Donc, c'est plus ou moins cohérent avec les résultats qu'on a eu maintenant. Mais c'est comme, je pense, si j'ai bien interprété la réponse de Simon dans les chats, ça change vraiment la nature de son. Donc, il avait 4 sinusoïdes continus. En fait, les extraits, ils ont tous la même spatialisation. Les mouvements dans l'espace, c'est exactement les mêmes pour les 5 extraits qu'on vient d'écouter. Mais à cause des caractéristiques différentes, oui, c'est ça. Euh, oui, merci Marco. Et ça, ça, ça change. En réalité, tous les 5 extraits sont créés avec le même système de binauralisation, si je peux utiliser le mot. Et ils ont tout caractérisé par vraiment la même automation de placement dans l'espace. Donc, il s'agit vraiment du même déplacement dans l'espace, mais à cause de la nature différente de son, c'était simplement pour donner l'idée de comment ça change la perception des sons dans l'espace à partir de caractéristiques différentes de son en soi-même. Donc, on fait un autre petit test. Cette fois, c'est sur l'interdépendance entre les paramètres spatiaux et les autres paramètres, dans ce cas, l'auteur. Donc, je cite en étude de Barrett et McAdams qui disent que normalement, c'est plus facile de percevoir des changements de trajectoire dans l'espace s'il n'y a pas de changement dans les autres paramètres, donc disons l'auteur. Et moi, je me demande si donc un son à fréquence fixe sera plus facilement localisable d'un son qui change en ce qui concerne l'auteur. Mais est-ce qu'un son qui ne change pas, ça ne donne pas une idée d'immobilité? Donc, je vous partage notre lien pour d'autres réponses. Vas-y, les liens. Ça devrait être notre... ouais, ça devrait marcher. Oups, non, j'ai envoyé par erreur. Ouais, merci Marco. Ouais, désolé. Donc maintenant, je pense que j'ai envoyé à tout le monde les bons liens. Et on va écouter le prochain extrait. Toujours la même question. Donc, oui, ça pourrait. L'effet que je vais répondre à Simon. Probablement, l'effet que la sinusoïde s'ensemble aussi avec un contenu vraiment pas riche. Le spectre d'une sinusoïde, c'est minuscule, c'est vraiment une fréquence. Donc ça, avec l'effet qu'il n'y a pas de changement de dynamique parce que c'est un son continu. Et un bruit de blanc, ça peut être plus facile à percevoir parce que c'est plus riche. Donc par rapport à un sinusoïde, probablement, j'ai fait des tests même avec des bruits blancs, donc par rapport à un sinusoïde, il serait plus facile à être perçu à cause du fait que le spectre d'un bruit blanc est beaucoup plus riche du spectre d'un sinusoïde. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'on garde toujours la même enveloppe dynamique, on garde toujours les autres paramètres à la même place. Disons que les bruits blancs, c'est plus facile par rapport à un sinusoïde à cause de son spectre plus riche. Et oui, ça fait plaisir.
Donc, on écoute maintenant d'autres exemples parmi les extraits suivants, lesquels vous permettent de percevoir les plus précisément le mouvement de la source sonore dans l'espace. Donc, toujours la même chose. Je coupe mon micro. Alors, vous pouvez répondre. Je vous laisse une minute. Et Louis était de la glace, le troisième. J'utilisais l'algorithme qu'on a dedans, le système de SPAT-GRI qu'on développe à l'Université de Montréal. Donc, on va parler de ça après, mais j'ai utilisé l'algorithme binaural de, du système SPAT-GRI. Je vous donne les liens maintenant, on arrive à parler de ça. Mais alors, je n'ai pas reçu de réponse pour la deuxième expérience, mais je vous partage quand même les réponses que j'ai eues lors quand j'ai fait les tests. Euh, et ça, c'était j'ai choisi cette expérience parce que c'était laquelle où il y avait moins de résultats partagés. C'était vraiment vous voyez les pourcentages, c'était vraiment, on n'avait pas un choix unique comme on a eu dans l'autre test. Donc ça, je pense qu'il peut indiquer le fait ça existe en relation entre les changements d'auteur, de fréquence et la perception même dans ces cas, les trajectoires étaient toujours la même. Donc, ça changeait vraiment les degrés de modulation de fréquence. Donc, lors du test, l'option que j'ai choisie était la troisième, où il n'y avait plus de modulation de fréquence, mais quand même, les autres, ils ont eu beaucoup de choix. Donc, je pense quelque chose que ça à investiguer, à voir encore. Oui, mais il n'y a pas, mais dans le fond, c'est un bon, c'est la réponse correcte, Simon, parce il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment exactement les mêmes mouvements dans l'espace. C'est vraiment les mêmes mouvements dans l'espace. Ce qui change, c'est vraiment la modulation des fréquences entre les trois, mais les mouvements spatiaux sont exactement les mêmes. Je vous donne un perçu très vite des résultats que j'ai eu après l'analyse de tous les tests. J'ai pu euh, je trouve, on dirait on a pu trouver des indications, des conseils. Je ne vais pas parler absolument pas des règles. Il s'agit vraiment de sources d'inspiration pour les trajectoires, pour le développement de stratégies de spatialisation.
certains entre eux, donc je parle notamment les sons qui ont un contenu référentiel plausible et connu et avec un spectre riche, peuvent être mieux localisés. Contenu référentiel, je me réfère au fait que si j'entends le son d'un train, c'est normal que je peux penser que le train il est caractérisé par une trajectoire parce qu'il a comme un mouvement dans l'espace. Le fait que je connais la source, ça aide à pouvoir la localiser mieux que, disons, une sinusoïde, qui est un son très abstrait. Et aussi, ce qu'on disait avec la question de Simon, la largeur du spectre change vraiment de façon, peut changer la façon de laquelle on localise les sons. Les aspects liés au rythme, le fait si le contenu du son est itératif, donc il a comme une rythmique, et plus la rythmique est irrégulière, alors euh, ça semble que c'est plus facile de percevoir dans l'espace le positionnement ou les trajectoires dans l'espace du son. La modulation des fréquences, on vient de le voir. Comment je disais, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas utiliser des sons abstraits. On a, quand les premiers exemples, j'ai opposé, disons, un son plus concret, c'était un son de glace, le troisième extrait qu'on a écouté dans les premiers extraits, et les autres étaient des sinusoïdes. Mais avec ça, je ne vais pas dire qu'on doit seulement utiliser des sons concrètes ou des sons qu'ils n'ont pas abstraits. C'est simplement pour être consciente de ce qui peut changer au niveau de la localisation. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, je vous parle maintenant d'autres stratégies de spatialisation que j'utilise, qui viennent pas forcément de la psychacoustique. Donc, je me réfère notamment à ce que moi j'appelle entre hyperréalisme et surréalisme, des chorégraphies spatiales et mouvements, la polyrythmie spatiale et l'opposition entre trajectoire écrite à la main et trajectoire géométrique précise. Quand je parle de hyperréalisme, dans ma musique, j'utilise, donc maintenant on entre un peu plus dans les côtés encore un peu plus musical. Dans ma musique, j'aime beaucoup utiliser des éléments, disons, anecdotiques, donc ils ont référence claire et très détaillée, donc avec des prises de son très détaillées, mais la mise en contexte surréelle. Donc, disons, le fait d'utiliser des sons où on peut reconnaître la source, mais avec la mise en contexte de créer un contexte surréel que dans le cas de la musique spatiale immersive, ça devient comme un espace surréel. Donc c'est un peu ça l'idée de jouer entre réalisme et surréalisme. Je vous donne un exemple. J'ai composé une pièce, après on va parler un peu plus en détail de ça. J'ai composé une pièce à partir de son du cobra, le serpent. Et l'idée, c'était vraiment de construire un espace fait avec le sifflement du cobra. Donc, il y a même un jeu de micro-macro avec des petits sons, mais élargis sur une échelle beaucoup plus grande. Donc, c'est un peu ça l'idée de les contrastes, ou si vous voulez, la relation entre les hyperréalismes et les surréalismes. On écoute un extrait. Donc, dans ces cas, j'ai décidé
d'utiliser le son du cobra pour plusieurs raisons. On va voir plus en détail après. Mais maintenant, c'était vraiment pour vous montrer une idée de détail mise en contexte. Et l'inspiration, c'est dans la position du cobra quand il se sent menacé. Il prend la position hood position, comme un chapouche. Et donc, qu'est-ce que je voulais évoquer avec cet fragment? Ces fragments, c'était une ouverture. C'est vraiment quand le cobra il prend sa position de combat, disons, élargit tous les côtes de son corps. Et donc, il a vraiment comme une sorte d'enveloppement physique. Donc, c'était un peu ça l'idée. Euh, oui, c'est ça. Si jamais ça ne marche pas, il faut simplement rafraîchir la page sur Watch Together. Donc, en deuxième, maintenant, je parle de chorégraphie spatiale et mouvement. Ce qu'on pourrait même appeler de contrepoint spatial, c'est un concept que j'ai repris de Curtis Rhodes, un compositeur. L'idée de créer dans l'espace vraiment de chorégraphie ou de contrepoint. Donc, il y a plusieurs processus qui sont mis en place dans l'espace. On va écouter des exemples de ça. Donc, vraiment l'idée d'avoir des processus simultanés dans le temps, mais séparés dans l'espace. Deuxième exemple, un peu plus doux, disons. Et maintenant, je vous donne un exemple de trajectoire écrite à la main. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet d'écrire à la main les trajectoires, parce que ça donne, avec toutes les erreurs qu'on peut faire en écrivant à la main, je n'utilise pas trop des automations géométriques déjà prêtes, parce que je pense que ça donne une sorte d'organicité au mouvement dans l'espace. Donc, on écoute un exemple de ça. Et maintenant, on parle de comment on fait ça
point de vue technique, donc les outils de spatialisation, ce qu'on développe au GRI, au groupe de recherche d'immersion spatiale à l'Université de Montréal, la faculté de musique. Il s'agit d'un groupe de recherche dirigé par Robert Normando. Il y avait, tout à l'heure j'avais vu, il y avait David qui il était dedans le groupe. Et on développe deux logiciels, Control Grid et Spat Grid 2. C'est un couple de logiciels qui ça nous permet de gérer la spatialisation du son à partir de l'EDO, donc la Digital Audio Workstation que vous utilisez. Donc, il s'agit d'un logiciel et une application standalone, on pourrait dire comme ça. Donc, je vous parle brièvement de l'architecture. Donc, ça fonctionne qu'on utilise un DAW, notamment Ableton Live ou Logic ou Digital Performer, notamment. Et les signaux audio de notre DAW sont envoyés à SPAT-GRI 2, qui c'est un serveur audio qui calcule la spatialisation du son. Et après, les signaux audio sont envoyés une autre fois à la carte du son. Donc ça, c'est le parcours audio géré derrière par Jack Router, qui c'est une sorte de Sunflower, si vous connaissez un peu leur internal routing, la possibilité de routage interne. Et comment on contrôle le mouvement de sources dans l'espace? On utilise des logiciels. On utilise un logiciel qui est appelé Control Grid, qui, grâce à des signaux OSC, envoie les coordonnées de spatialisation au serveur SPAT-GRI 2. Donc, je vous montre l'interface de Control Grid. Donc, vous pouvez bouger les sources dans l'espace à la main, où il y a la possibilité d'utiliser de lier les sources ensemble. Donc, on voit ici que je liais la première source à la deuxième source. Donc, ça suit la première, la deuxième. On peut faire la même chose. Le cadré à droite, c'est l'élévation. L'autre, c'est azimut et distance. Mais il y a aussi deux trajectoires déjà prêts. Donc, on va faire un cercle. On peut utiliser en trajectoire déjà que ça existe déjà. Il y a plusieurs trajectoires qu'on peut utiliser. Et donc, ça nous permet... On peut même enregistrer des presets. Donc, disons que moi, je vais placer les sources dans une partie de l'espace et après, dans une autre partie de la pièce, je vais placer ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enregistre des presets. Dans chaque instance de contrôle gris, on peut gérer jusqu'à 8 sources de façon simultanée. Et on peut gérer même le span de l'élévation. Donc, c'est la dispersion de la source sonore dans l'espace. Maintenant, je vous parle brièvement du serveur. C'est ici que ça calculé la spatialisation. Donc, les extraits qu'on a écoutés ont été calculés ici avec l'algorithme binaural qu'on va voir maintenant. Mais je vous parle de l'interface, donc de la partie à droite. On voit qu'on a des inputs, des outputs. Donc, les inputs sont les outputs de votre logiciel, de votre DAW. Tandis que les outputs sont les outputs vers la carte de son. L'animation qu'on voit à gauche, c'est vraiment comment les sources se déplacent dans l'espace. Donc, on voit les sources bouger dans l'espace. Et on peut choisir différents algorithmes de spatialisation. Maintenant, je suis en mode DOM. Le mode DOM est basé sur un algorithme VBAP. On peut aller dans les détails après si vous voulez. Cube, c'est notre algorithme, mais c'est plus la différence entre Cube et DOM. C'est l'effet que dans Cube, on peut même bouger les sources à l'intérieur de la configuration d'haut-parleur. Tandis que les DOM, on a la contrainte de bouger les sources sur la surface de la configuration d'haut-parleur. Binaural, c'est la chose que j'utilisais pour créer les extraits sonores qu'on a écoutés aujourd'hui. Donc, ça cherche de créer une version binaurale de notre pièce.
Stéréo, ça donne un rendu stéréo de la pièce. Donc, c'est pratique pour passer d'une configuration multiphonique en configuration stéréo. Ici, je vous montre la fenêtre de Configuration Speakers où on peut placer les autres parleurs dans l'espace où on veut. Donc, on peut construire vraiment notre configuration d'autres parleurs. Maintenant, je suis en train de bouger l'autre parleur en bas, le numéro 7. Et donc, je peux même, la chose intéressante, c'est le fait que je peux construire différentes configurations. Donc, la configuration qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'était la configuration du studio à la faculté de musique de l'Université de Montréal. Maintenant, je vous montre notre configuration, qui c'est le Cube of Virginia Tech, qui est en configuration qui consiste de 126 haut-parleurs, donc beaucoup plus grand. Mais vous voyez, je vais utiliser la même spatialisation, les mêmes mouvements dans l'espace, mais dans un contexte différent. Maintenant, je vous montre ça. Vous voyez, ça a changé la configuration des autres parleurs, mais les mouvements dans l'espace sont toujours les mêmes. Maintenant, on ne peut pas rappeler des mouvements dans l'espace, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir changer la configuration d'autres parleurs. Ça, c'est une réflexion, c'est le fait que même si on parle de musique acousmatique, donc musique sur support, ça n'existe pas un vrai support final. Normalement, si on parle de musique acousmatique stéréo, oui, on a un fichier stéréo, mais si on parle de musique acousmatique immersive, chaque fois, on a des rendus qui vont fonctionner dans une salle de concert, mais c'est seulement pour cette salle de concert. Donc, j'ai trouvé intéressant au niveau vraiment du fait que ça n'existe pas, même si on parle de musique sous support, de musique acousmatique, donc c'est vraiment de la musique enregistrée, ça n'existe pas en format de support. Je peux pas vendre, je peux pas acheter de la musique immersive. Oui, je peux acheter de la musique binaurale, mais on a vu que la recherche est toujours en train de se développer. Donc, euh, non, ça, je réponds à Marco. Merci pour la question. C'est intéressant parce qu'on est présentement en train de travailler sur ça. Donc, Spadri, ça marche jusqu'à 10, ça marche seulement sur Mac et ça marche seulement jusqu'à 10.14. Donc, ça marche pas sur Catalina et ça marche pas sur Big Sur encore. Mais on est en train de faire le porting sur ça. On est en train de travailler sur ça. On est même en train de travailler sur une version Windows. Mais la première chose qu'on va faire, c'est la compatibilité avec Big Sur et Catalina. Donc, c'est quelque chose qui est prévu. Mais jusqu'à maintenant, la compatibilité est jusqu'à 10.14. Alors, oui, merci à toi. Brèvement, on écoute d'autres exemples. Je vous présente deux pièces. Donc, la première s'appelle Hydro Circle of Light. C'est une pièce que j'ai composée en 2018-2019. C'est une pièce acousmatique pour Dom Dog Parlor qui prend inspiration du moment où on s'endorme. Donc, j'ai voulu créer une sorte de représentation multidimensionnelle de l'inconsciente et j'ai vraiment focusé mon attention sur les mouvements involontaires rapides qu'on fait parfois avant de s'endormir, comme des secousses hypniques, ça s'appelle comme ça les termes techniques. Je vous présente deux extraits. On est un peu en retard, donc je vais un peu vite, désolé pour ça. Donc, c'est simplement pour vous mettre en contraste la chose qu'on avait vue tout à l'heure de la polyrythmie. Donc, on revient sur la polyrythmie et sur l'opposition entre des trajectoires plus précises et géométriques et des trajectoires plus, disons, écrites à la main. Donc, je vous présente deux extraits à partir de la première et la deuxième section avec ce type de contraste.
Deuxième extrait maintenant. Donc ici, c'était pour mettre en lumière un peu la composition fait à partir de la polyrythmie, l'effet de pouvoir travailler plusieurs rythmes à différentes vitesses, mais mis dans des parties différentes de l'espace, ça crée vraiment une texture sonore, qu'est-ce qu'on disait au début, une architecture éphémère, intéressant. Hein. Je trouve c'est intéressant l'effet de pouvoir travailler la polyrythmie, donc d'avoir des différentes vitesses dans différentes parties de l'espace qui donne un peu ce type de sensation. Euh, ben, merci. Bon, la dernière pièce que je vous présente, c'est Foranna. C'est la pièce acousmatique sur les cobras. On a déjà entendu un petit morceau. La première fois que j'ai entendu par hasard, moi j'ai les terreurs de serpents, de cobras, toutes choses comme ça, mais la première fois que j'ai entendu totalement par hasard les sons du cobra, j'étais fasciné parce que ça m'a ressemblé. Il a vraiment, moi je trouve c'est très beau. Ça ressemble vraiment aux phrases de musique électroacoustique. Mais pourquoi donc composer une pièce de musique immersive sur les cobras? On revient à la psychacoustique. Les bruits qui sont produits par les cobras sont facilement compréhensibles à cause du spectre riche, même le sifflement, c'est très riche. Et déjà, comme on parlait de la plausibilité ou de la sorte, si on reconnaît les sons d'un serpent, on peut déjà s'imaginer en disons, un enveloppement, si je peux dire. Mais la chose plus importante, c'est la peur. Le fait que nous, en tant qu'êtres humains, on a développé une façon de reconnaître les sources qui sont dangereuses. On est vraiment super bien à localiser les sons qui ont référence de danger. Donc, j'ai dit, vas-y, on utilise le son du cobra pour faire une pièce de musique immersive parce que c'est vraiment, il devrait être facile de localiser les sons dans l'espace. Donc, il a toujours un peu cette idée de se lier à des concepts de psychacoustique. Mais est-ce que j'ai vraiment enregistré des cobras moi-même? Non, je n'ai pas eu la chance de... Mais j'ai contacté l'herpétologiste Bruce Young, américaine. Il a consacré sa vie à étudier les stratégies de production sonore des serpents. Il est vraiment incroyable. Et donc, il m'a envoyé des enregistrements de Cobra et j'ai lu tous les articles qu'il a écrits euh, sur les stratégies de production sonore de Cobra. Et grâce à un graphique qu'il avait créé, j'étais capable, disons, je me suis inspiré pour reconstruire un trachet d'un cobra. Les sons du sifflement du cobra dépend de la largeur de la trachée il a des trous dans la trachée du cobra. Et donc, c'est ça qui définit les sons du sifflement du cobra. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reconstruit à partir du modèle de Bruce Young pour créer des versions du sifflement. Donc, on écoute maintenant des extraits et après, on peut passer à les questions.
Alors, donc, je pense que j'ai terminé, oui. Il y a une petite bibliographie de, où il y a des ressources par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais sinon, on peut passer aux questions s'il y a. Donc, pour moi, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter mon travail aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment passionnant et je suis ravie qu'on a pu parler d'herpétologie aujourd'hui aussi. For anyone who wasn't here at the beginning, this is Nicola Giannini. This is a CLC webinar. I'm Ariadne. Feel free to ask your questions in French or in English in the Facebook comments or in the Zoom chat. And if you weren't able to attend the whole thing, we will combine the presentation and the sound into a video that we'll be able to watch later. So stay tuned for that. On a des belles commentaires, super présentation, je suis d'accord. Merci. Donc, j'ai une question, je suis pas sûre de bien comprendre, de Facebook. Ouais. Est-ce que vous avez utilisé Spat Opera pour spatialisation? Ça vous dit quelque chose? Ben, je n'ai pas compris, ben, désolé. Si Est-ce je que dis vous avez utilisé Spat Opera? Spat Opera, Ouais, non, c'est Spat Gris, peut-être c'est un... ouais, c'est une coquille. Je sais pas, Euh, c'est Spat Gris 2, c'est le logiciel qu'on peut, justement, je vous donne les liens encore. Donc, et oui, je disais à Marco, on parlait tout à l'heure du fait que malheureusement, Spat Gris 2 maintenant, ça marche jusqu'à sur Mac et jusqu'à 10.14. Mais donc, d'ici, vous pouvez télécharger les systèmes. C'est gratuit. Ben, j'avais oublié de dire ça. C'est hmm. absolument gratuit. Et je reste à disposition si jamais quelqu'un d'entre vous télécharge le logiciel, il a des questions sur le fonctionnement, tout ça. Je suis totalement disponible à parler avec vous, chercher des ressources de problèmes techniques ou choses comme ça. Donc, mais ça, c'est une plateforme. Oui, non, c'est Spat Gris. Il a plusieurs logiciels de spatialisation qui utilisent les mots SPAT, donc ça existe même SPAT Opera, mais je ne connais pas Ok. SPAT Opera. Et autre question, est-ce que le mix binaural utilise des speakers virtuels ou est-ce que c'est une position binaurale directe? C'est fait à partir, je pense que l'algorithme binaural qu'il y a dedans Spat Gris présentement, c'est fait à partir d'une configuration d'haut-parleurs VBAP. Donc, c'est la technologie VBAP en 16 haut-parleurs. Et à partir de ces 16 haut-parleurs virtuels de VBAP, il y a une réduction binaurale fait à partir de filtres binauraux qui normalement sont utilisés par la communauté de Free Software Development. Donc, est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas s'il est toujours... On va voir si on a des Oui, suivis. oui. Ah oui, donc je crois que c'est une réponse à Spat Opera, mais c'est une module du système Spat à Max. Ah oui, En Max. non, Ok. il y a, c'est pour ça que je disais qu'on partage les noms SPAT, c'est un peu répandu, mais non, c'est pas SPAT de l'IRCAM. Je pense que, parce qu'il y a même un module développé à l'IRCAM, ça s'appelle SPAT. Il Ok. y a même SPAT Revolution qui est fait par Flux, qui c'est une compagnie liée à l'IRCAM, si je ne me trompe pas. C'est la version commerciale, je crois. Mais non, ça, c'est vraiment l'espace gris développé à l'Université de Montréal. Donc, c'est Ok. une autre chose. C'est bon à savoir. Je vais me permettre de vous poser la question qu'on a eue sur le formulaire avant. Est-ce Oui. que vous pouvez décrire en quelques mots une philosophie générale pour vous comme artiste de la musique immersive? Ah, Vous avez parlé du mot viscéral, justement, ouais, mais... ouais, moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est le fait que pour moi, faire de la musique, c'est toujours de chercher de créer une expérience viscérale. J'ajoute les côtés d'architecture éphémère. C'est un peu et la matière.
C'est un peu ça, je pense, ma philosophie. J'ai, je vois vraiment la composition de la musique immersive comme la construction d'un espace éphémère. C'est vraiment, qui vraiment enveloppe ou immerge à la fois les auditeurs. C'est un peu ça l'intention, c'est un peu ça la philosophie, c'est un peu ça, d'où ça, tous les concepts que j'utilise de sources d'inspiration pour créer, composer des pièces. Je dirais que ça commence un peu tout de la viscéralité, l'immersion, l'enveloppement. Et même c'est fait, euh, la musique, c'est éphémère. Donc oui, on construit un espace, mais c'est un espace qui change toujours et que ça reste pas là-bas. Donc c'est quelque chose que ça dure pas pendant les temps. C'est un peu ça l'idée. Donc oui. Est-ce que ça pourrait répondre à la question? Oui, je crois bien. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans le chat. I wonder just if, so you talked about how to sort of set yourself up with Spatgri 2, with the DAW. Mhm. Do you want to just, because that's such a good resource for people to have, could you go over that quickly in English? Just Yeah, how to yeah, get, sure. if you want to start using it? Yeah, yeah, sure. I will speak a very bad English for now, but I'll try it. So, Spatgri, you can use it. Well, I can share just very quickly the slide so it could be useful to see something. Wait. Da, da, da. Wait. Mhm. Okay. So basically, you need a digital audio workstation that can be Ableton Live, or Logic, or Digital Performer, or Reaper. Reaper is such a good digital audio workstation, and there is not a working plugin now for Pro Tools, but we are working also on that. So you have to use like Component or VST or VST3. These are the free version of the plugin that we develop. And so you have your DAW, and then you have to install SpatGRI 2 and Control GRI that you can download at the Gris Music Montreal.ca. And then you can use this is the plugin that you load in your digital audio workstation. So let's say we are in Ableton Live and you want to specialize a track on your session. And so you look for Concert Grid after that you install it, and you put it at the end of the chain of your digital audio workstation track. And then you can move the sound sources in the space, or you can use like prepare trajectories like circles or ellipses or triangle or square or whatever. And you can also connect different sources in a master and slave concept. So there is the first source that is always the one, the source number one, and then the other follow the first sources, and you can have this different kind of bonding between the different sound sources. So this is and you can control just up to 8 sources together in one Control Grid instance. And then you have the server. So Control Grid is inside your digital audio workstation, and SpatGrid 2 is outside. It's a standalone application that is a kind of, at the moment, it connects the audio between your digital audio workstation and your audio sound card. So we can see here the inputs. There are the outputs taken from your digital audio workstation, and the outputs are the outputs that are sent to the sound card. And here is where the spatialization happens. So we can see a little bit. And
So each of this point, of this configuration of point is a source that I'm controlling via control grids in my digital audio workstation that are visualized here. And these are the inputs coming from the DAW, and these are the outputs sent to the sound card. And this is the windows of the speaker setup edition where I can decide the position of the speakers, because I can decide the position of sound sources, but I can also decide the position of the speakers. So I can create my own speaker setup. And so for example, here, this is the speaker number 7 that is on the floor on the left. And I'm moving it. And I can move it in the 3 dimensions, so I can move it wherever I want. And here there is all the routing, internal routing from the system to the sound card. So for example, the speaker number 7 is directed to the output 37 that is matched with my sound card that I'm using. And what else? Yeah, we were looking at the different algorithm. So we have DOM, cube, binaural, and stereo. DOM is based on VBAP, so there is like we can move the sound sources on the surface of the speaker configuration, and there is each speaker and each sound sources has to be at the same distance to the center, to the sweet spot. So we can't move sound sources inside the speaker configuration, while we can do that with the cube algorithm. There are 2 different algorithms with different possibilities, and with the cube we can build up speaker configuration with different they don't have that each speaker can be placed in the space wherever we want, wherever we want. So we don't have to respect always the same distance to the center low that we have in the VBAP, in the DOM algorithm. And then we have the binaural algorithm that, as I explained before, it makes like a kind of binauralization of our piece in order to perceive a sound spatialization with headphones. And then we have the stereo algorithm that is the way to have like a stereo version of our piece that can be played with from standard speakers or headphones or whatever. Ouais, non, merci beaucoup. J'espère que nos membres vont se lancer là-dedans. J'ai une question, une Ouais. dernière question. Y a-t-il une perception de l'espace abstrait liée aux fréquences, c'est-à-dire l'auteur, et est-ce qu'elle figure dans les techniques présentées aujourd'hui dans votre approche? Je vois la question de Harry. En perception de l'espace abstrait lié aux fréquences hauteurs, est-ce qu'elle figure dans tes... Je ne suis pas sûr de comprendre la question. We can speak. We can switch to English. I guess. Harry, it's. Are you there? Ouais, si vous voulez donner des suivis, Henri, ou il y a... Yeah, it's there. Okay. Can you, if you want, you can just talk on, if you have the microphone, so maybe we... Oh, hi. Okay. Hi. Hi. Yeah. Sorry, la question était un peu bizarre. But just the idea of like, maybe I'm thinking also like for composers who write with, maybe it's just like a visual sort of like cross-modal thing, but like I still have some sort of an abstract idea of like high frequencies in some way to me sound high. Yeah. And low frequencies in some way sound low. And okay. Yeah. So yeah. You mean in terms of space? Yeah, like pitch space. Do you map pitch space at all onto your like 3D spatial? Yeah. Sure. We didn't talk about that. There are several studies about that. There is a nice article from. Wait, I can give you the references. So wait just a second. I want to wow, yeah, this one. So this one
Yeah, there is a mapping. So like higher frequencies are you can easily perceive sound over your head if the frequencies are high. Even if we think about like the engine of an avion, it's not that high frequencies, but there is the plausibility link for that. But normally, for example, in the article of Wallis, if I'm not wrong, it says there is also like a match between, for example, we perceive sound over our head from 4,000 hertz and below of that, and there is a kind of mapping. If we perceive a sound at 5,000 hertz, we will perceive that higher than 4,000 hertz. For 4,000 hertz. And there are also other studies by by Blauert, called what is the name in English? Band fréquentiel. Some sounds are perceived at precise position, even if are not there. I mean, the spectrum of a sound can lead to perceive that sound in a specific position, even if the sound is not really there. So there is actually, it's true what you were saying, and yeah, normally we perceive like lower frequencies, like more on the ground, and higher more on the ceilings and up there. So yeah, I think we can say yes, but we should like check, like you can read that article. It's very interesting. It talks really about that. So Cool. yeah. Thank you. Well, thank you. And thanks for the presentation. Thank you so much. Donc, dernière question, juste rapidement, je choisis une bonne question pour finir. Est-ce que vous pensez que la spatialisation est une extension de la technique de composition, ou est-ce que c'est une expression unique? Moi, je considère l'espace comme un autre paramètre de la composition. Donc, je pense à intégrer. Comme, je sais pas, je comprends pas la nuance. C'est autonome. C'est comme on a l'auteur, on a la durée, on a l'intensité, et on a l'espace. Donc, pour moi, ça fait partie des paramètres de composition. Quand je compose, pour moi, un son est déjà dans mais je pense même à son placement dans l'espace, à son mouvement. C'est pas quelque chose, la chose qu'on a vue aujourd'hui. Moi, je considère vraiment l'espace comme un paramètre de composition, donc c'est pas quelque chose qu'on ajoute à la fin. C'est quelque chose que Robert Normando dit très clairement, le fait que l'espace, c'est pas un effet ajouté à la fin d'une composition, mais c'est quelque chose qui fait partie de tout le processus de création du début, disons. Je sais pas si ça répond. Ouais, je crois que c'est une bonne note sur laquelle terminer. Donc, je vous remercie. Thank you so much to Nicola for giving this wonderful presentation. We will make a unified video of this and share it online. It's been an absolute pleasure for the CLC to present these webinars this year, and they will be continuing in 2021. So stay tuned, connect with us on social media. If you're a member through our newsletter, consider becoming a member if you are not. And we will see you in the new year. Passez un merveilleux décembre, tout le monde. Merci d'être venu. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bye.